qui freine et sabote et nie même le travail du deuil, et qui fait que, au fond, ce constat de la disparition inéluctable de l'être cher et que la vie continuera sans lui. Au fond, le mort, comme disait Derrida, c'est celui qui ne répond plus. Et je me rappellerai toujours de ce que Derrida disait 6 mois avant d'interrompre son cours aux études. Il disait que la secte des inhumans commençait à prendre le pas, commençait à être battue en brèche par la secte des incinérants. Il constatait vu le manque de place dans les cimetières, et vu le fait aussi que le rapport de l'âme et du corps changeait, puisqu'il y avait de moins en moins de croyants, et qu'on retrouvait au fond la tradition indienne où les veuves se brûlent sur les bûchers, etc., que de plus en plus, les gens se faisaient, ça coûtait moins cher aussi, se faisaient incinérer, c'est-à-dire, au fond, effacer toute trace. Et lui, évidemment, qui se savait miné par la maladie, en profitait pour philosopher, il se demandait même avec angoisse ce que ses ayants droit allaient faire de son cadavre et de ses dernières volontés. Son fils Daniel y parlait, ou de son ancienne femme, philosophe Sylviane Agnieszki, il disait qu'est-ce qu'ils vont faire, et en fait il disait au fond je ne serai plus là pour pouvoir dicter, et donc en fait tout ça m'échappe. Et dans Mémoire pour Paul de Man, que je n'ai pas cité, qui est un texte de 1988 de Derrida, de son ami et collègue Paul de Man, Derrida décrit l'expérience de la mémoire dépossédée. Être dépossédé d'un ami, c'est porter en soi, dit-il, son souvenir d'une manière qui ne peut pas être simplement intériorisée. C'est comme si l'ami disparu continuait à vivre d'une manière qui hante le moi à la manière d'un fantôme. Après la mort de l'autre, le moi n'est pas guéri ou réparé, il est blessé et divisé contre lui-même. Ceci résiste à ce que Freud appelle le deuil normal, le deuil sain, où le moi est censé récupérer son intégrité et dire que la vie continue, au fond. Ce que disait mon père après la mort de sa femme et de ma mère. Donc, la vie continue. Et Derrida plaide au contraire pour ce qu'il appelle le deuil impossible, entre guillemets. Celui où précisément nous ne nous consolons pas de la mort, qui continue à vivre dans notre mémoire dépossédée. Il explique que le deuil impossible n'est ni la résurrection de l'autre, comme Lazare, au fond, ni sa possession narcissique par le moi, qui serait pathologique, dont parle Freud dans Deuil et Mélancolie. Au contraire, l'ami ou l'aimé vit à l'intérieur de moi comme un fantôme. Il y a évidemment chez Derrida, dans les dernières années de sa vie, non seulement dans les spectres de Marx, mais les fantômes, les spectres rôdent. Alors avec la mort, évidemment, qui brouille les pistes. Ce fantôme brouille les lignes de partage entre les vivants et les morts, au fond. Les morts continuent à vivre à l'intérieur de nous, dit Derrida, et c'est ce qui nous trouble et nous invite à réfléchir davantage sur eux et à méditer sur la mort, et peut-être à faire cette méditation de vie et de mort, au fond. Il montre plus profondément aussi, et dans son discours performatif, que le mort n'est pas celui qui s'est tué, mais celui qui ne répond plus. Au fond, que l'auteur, dans Glas, il montre que l'auteur est déjà mort à travers son livre, que les livres, comme les tombes, sont des parallélépipèdes, et que, en fait, celui qui ne peut pas répondre, le mort est celui qui ne peut pas répondre, celui qui a été le premier, mais qui a toujours été le premier, mais qui n'aura jamais le dernier mot, au fond. C'est nous qui l'aurons. C'est pour ça que dans chaque fois unique, dans ses oraisons funèbres, au fond, il montre qu'il y a une double infidélité dans l'oraison funèbre. C'est-à-dire où on parle trop pour le mort, on fait parler par le mort, où on parle à la place du mort. Et donc, en fait, on a toujours tout faux. Et donc, on parle de la mort toujours à côté. Et ça, c'est assez fort, évidemment, de dire ça.
il montre qu'il y a, dans Glas aussi, Derrida montre qu'il y a une identification entre œuvre, signature et tombeau. C'est-à-dire qu'en fait, la mort survient, mais elle n'arrive pas. Ça, c'est aussi un distinguo assez subtil chez Derrida. Et qu'en fait, et il y a un terme aussi qui revient et qui est assez, qui m'a toujours troublé chez lui, c'est aussi sec. Le terme qui devient aussi sec, qui en plus est assez bizarre. Et en fait, à partir du moment où je signe un texte, où je mets ma propre signature, où je mets un nom propre, où je signe un livre, l'auteur est déjà mort, d'une certaine manière. Ça, c'est de très belles analyses que je vous renvoie, et là, je ne peux pas m'éterniser dans Glas de Derrida. Et il y a cette idée que Derrida développe dès la fin des années 1960, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de mort dans l'écriture, que rien ne ressemble autant à la bibliothèque qu'un cimetière. Je vous signale que chez Foucault, c'est l'hétérotopie par excellence, de lieu autre. Hein. Il y a un petit texte de Foucault qui est là prononcé à Tunis en 1967, qui s'appelait Hétérotopie ou espace autre, au cercle d'archéologie, qui a été repris dans Dit et écrit, je ne sais plus quel livre, mais qui n'a été publié qu'en 1984, où justement il y a cette idée des bibliothèques, des cimetières, des villages jésuites, etc., que Foucault. Et donc, pourquoi, au fond, bibliothèque et cimetière se ressemblent? Puisque tous les deux sont des lieux de mémoire, où l'on range côte à côte des objets parallélépédiques, portant des noms propres et enveloppant des traces d'une présence, ou des traces d'eau, de peau, de je ne sais quoi, portant des noms propres, aussi avec des dates, comme dans le livre de Simon Chrysler, vous avez toutes les dates de vie, de naissance et de mort de près de 200 philosophes. Et donc, et je terminerai là-dessus, il y a une liaison de l'écriture et de la mort qui est aussi ancienne que la philosophie, et qui est sans doute de l'écriture, qui est un discours mort. Et Derrida va plus loin. Il dit Socrate et Platon ne s'en sortent pas. C'est pas parce qu'il y a une tradition orale avec Socrate, mais pour lui, la tradition orale est aussi un discours mort qui joue avec la mort. Et donc, même lorsque Socrate n'écrit pas, mais boit la ciguë, il en est déjà dans cette déconstruction de la mort dont parle Derrida. Et donc, en fait, et là, évidemment, Derrida se heurte contre bat en brèche toute une construction métaphysique de la philosophie, évidemment, avec ça. Il ne saurait y avoir de signification de sens qu'à condition d'une absence, et non pas d'une présence. Là, on est en thème aussi du désir, on retrouve chez Spinoza, absence, d'une présence, le désir. Et comme déjà, on retrouve aussi chez Aristote, qui disait que la signification ne peut surgir que dans une certaine distance par rapport à tout contexte d'énonciation. Et donc, puisqu'il faut conclure, et sur la mort c'est encore plus délicat, je dirais que sans doute, comme toute chose, la mort aura une fin, comme nous. Quand il n'y aura plus de vivants, les morts se tairont définitivement. Mais je crois que tant qu'il y aura des vivants, le philosophe, Platon, Épicure, Sénèque, Schopenhauer, Jankélévitch, Derrida nous reviendra. Alors évidemment, j'aurais pu vous lire des très beaux textes encore, mais je laisse tout de même, puisque ça se termine je suis obligé de partir à 17h, donc on a encore 3 quarts d'heure, ou si vous voulez que je vous lise le texte de Jankélévitch sur la mort ou un autre texte. Mais je vous laisse un peu... C'est long, je dis, si vous voulez que je vous lise, mais si c'est 10 lignes, oui, si c'est 10 pages, non. Ah, oh, c'est pas 10 pages, c'est peut-être pas 10 lignes, mais bon, c'est une question de... Il faudrait choisir. Oui. Bon, je vais vous lire du Jankélévitch, qui a été un de mes maîtres lorsque je faisais mon certificat de morale. 3 minutes, oui. Voilà, Vladimir Jankélévitch,
qui est né en 1903 et qui est mort en 1985. Au fond, l'idée de Jankélévitch, c'est qui aura le dernier mot, la pensée ou la mort, en haut. Et la contradiction, selon lui, sa thèse, c'est la contradiction qui oppose la mort et la conscience les réduit à se nier l'un l'autre. Et voici le début de ce texte, ce qui est extrait de la mort, au fond, de son texte par le chiffre Flammarion. Quand il s'agit d'arbitrer le débat de la pensée et de la mort, tout le monde a raison et personne n'a raison unilatéralement. Non, il n'y aura pas de dernier mot. Cette double contradiction d'une mort à la fois englobée et englobante, d'une conscience à la fois englobante et englobée, tient à la nature ambiguë de l'être pensant. Si l'être pensant est une pensée sans être, une pensée pure, une essence inexistante, il contemplerait et jugerait la mort en spectateur absolument détaché. S'il était un être sans pensée, un automate inconscient, il serait plongé de la tête aux pieds dans la mort et périrait le jour venu, corps et biens. Dans le premier cas, un spectateur qui n'est que spectateur, un spectateur non concerné, dans le second cas, un naufrage total. Or, l'être pensant, la pensée faite personne, est paradoxalement les deux ensemble. À la fois dégagé et engagé, à la fois spectateur sur les gradins et acteur dans la scène. Acteur ou mieux agent, car l'acteur joue l'action plutôt qu'il n'y est sérieusement engagé. Et même agent tout court, si l'agent moral est celui qui à la fois contemple et agit. L'homme est donc à la fois dans la mort et hors d'elle, car la contradiction du dedans et de dehors, comme elle règle incompréhensiblement les rapports du corps et de l'âme, règle celui de la mort et de la conscience. La pensée qui pense la mort problématiquement est mystérieusement enveloppée par l'objet de sa spéculation. Donc je passe. La conscience de la mort, de retenant la mort qu'une vide effectivité, reste sans contenu et nous laisse dans un état d'impréparation totale. C'est le philosophe de plus de 80 ans qui parle, Vladimir Jankélévitch. Voilà le mot de la fin, si tant est qu'il y ait une fin dans cette méditation sur la mort, mais qui est aussi une méditation sur la vie d'abord. Parce qu'il faut être joyeux. Je te remercie beaucoup. Tu as fait un très bel exposé et tu as nourri d'une quantité de réflexions très bien présentées et dont c'est ça, on ne peut qu'admirer peut-être l'articulation que tu as proposée et d'autre part la multitude, c'est-à-dire des réflexions que tu as éveillées qui peut-être sont plus nombreuses que l'on ne peut en discuter, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses dans ce que tu as dit qui va à la fois du point de vue de l'histoire de la philosophie depuis Platon jusqu'à la pensée contemporaine jusqu'à Derrida, qui freine et sabote et nie même le travail du deuil, et qui fait que, au fond, ce constat de la disparition inéluctable de l'être cher et que la vie continuera sans lui. Au fond, le mort, comme disait Derrida, c'est celui qui ne répond plus. Et je me rappellerai toujours de ce que Derrida disait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en fait, il disait, au fond, je ne serai plus là pour pouvoir dicter. Et donc, en fait, tout ça m'échappe. Et dans Mémoire pour Paul de Man, que je n'ai pas cité, qui est un texte de 1988 de Derrida, de son ami, le fait aussi que le rapport de l'âme et du corps changeait, puisqu'il y avait de moins en moins de croyants, et qu'on retrouvait au fond la tradition indienne où les veuves se brûlent sur les bûchers, etc., que de plus en plus, les gens se faisaient, ça coûtait moins cher aussi, se faisaient incinérer, c'est-à-dire, au fond, effacer toute trace. Et lui, évidemment, qui se savait miné par la maladie,
en profiter pour philosopher, il se demandait même avec angoisse ce que ses ayants droit allaient faire de son cadavre et de ses dernières volontés. Son fils Daniel y parlait, ou de son ancienne femme, philosophe Sylviane Agnieszki, disait 6 mois avant d'interrompre son cours aux études. Il disait que la secte des inhumans commençait à prendre le pas, commençait à être battue en brèche par la secte des incinérants. Il constatait vu le manque de place dans les cimetières, et vu